Quelle mémoire pour quel avenir en ce qui concerne le barreau du Togo? C'est le thème pour notre invité du jour. Nous sommes avec Maître Blaise Ladamin Kamanpen. Il est avocat au barreau du Togo. Bonjour maître. Bonjour monsieur Gilles. Vous êtes spécialisé en droit des affaires, membre du conseil de l'ordre des avocats du Togo et président de la permanence des avocats. Merci de votre disponibilité. Merci. Alors, pour répondre à nos questions, merci, nous allons parler du barreau du Togo qui célèbre cette semaine ses 45 ans de sa création, occasion de revisiter les coulisses de l'ordre des avocats, le chemin parcouru ainsi que les perspectives et au-delà, si vous voulez, au-delà du barreau, l'appareil judiciaire dans son ensemble. Mais avant d'aborder les détails, je voudrais inviter à quelques clarifications de concepts. Pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on appelle barreau, maître Kamanpen? Merci encore une fois à monsieur Gilles de nous accueillir sur votre plateau. Vous êtes génial en ce sens parce qu'à chaque fois que nous avons besoin de vous, vous déférez sans restriction. Merci encore une fois. Alors, c'est quoi un barreau? Le barreau, c'est l'ordre des avocats. C'est l'ordre professionnel des avocats. Définition simple. Cela appelle encore à une autre notion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un ordre? C'est une institution qui est chargée d'organiser la vie professionnelle du barreau, c'est-à-dire comment organiser les textes, comment organiser la déontologie dans la pratique du métier, etc. Et surtout, comment organiser le corps du métier que nous exerçons, de la profession d'avocat. Voilà. Et comment on y accède? Voilà une question qui ne me surprend pas, parce que tout le monde nous la pose. Mais pour accéder au barreau, il faut d'abord être juriste, c'est-à-dire il faut avoir fait le droit. Et il n'y a pas un droit particulier pour y accéder, que ce soit le droit public ou le droit privé, vous pouvez y accéder. Alors, après avoir obtenu votre maîtrise ancienne version ou votre master nouvelle version, master 2, vous pouvez postuler à la candidature de la candidature. C'est-à-dire que vous déposez un dossier lorsque le concours sera lancé, puisque aujourd'hui nous avons une école qui forme, qu'on appelle le centre de formation de la profession d'avocat. Qu'on appelle CFPA. Donc ce centre est chargé d'abord d'étudier les conditions dans lesquelles les nouveaux qu'on va accueillir après le concours vont être formés. Il y a une présélection qui souvent peut se dérouler par un test ou par étude de dossier. Donc lorsque votre dossier est sélectionné, vous pouvez être soumis à un test complémentaire ou selon les besoins ou selon vos aptitudes, être accueilli comme élève avocat. Et la formation commence. Après la formation, on organise le concours proprement dit. Et si vous réussissez à ce concours, il y a même, ça est organisé en deux phases, il faut que je le précise. Il y a la phase écrite et la phase orale. Si après les deux phases vous êtes retenu, vous êtes maintenant titulaire du CAPA. Certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et à partir de ce moment, vous n'êtes pas obligé d'exercer, mais si vous voulez exercer, alors vous faites une demande au bâtonnier et qui nomme un conseiller, rapporteur. La demande naturellement doit respecter les conditions que la loi désigne, notamment le règlement UMOA, qui aujourd'hui est notre texte de base. Donc, une fois que le conseiller rapporteur est nommé, il ouvre l'enquête, il fait des investigations sur vous et il prend un rapport au bâtonnier pour que le bâtonnier, une fois le dossier réceptionné, le défère au conseil de l'ordre pour étude. Donc le conseil de l'ordre voit les conclusions du rapport, si c'est satisfaisant et que tout le monde est d'accord, alors on accepte son dossier. Et lorsqu'on finit cette phase, ce n'est pas fini. Il faut maintenant que le conseil prenne une décision d'admission au stage qui vous sera notifié. Une fois que vous avez cette décision, le bâtonnier organise votre serment. Et après le serment,
vous commencez par exercer en tant qu'avocat stagiaire. Voilà, après avoir fini votre stage qui est de 3 ans, vous faites encore le même processus. Là encore, vous demandez votre inscription à partir d'une attestation de fin de stage que le bâtonnier vous délivre si, après avoir constaté que vous avez fini votre stage. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore une nouvelle enquête de moralité, à l'issue de laquelle vous êtes jugé apte à continuer, à être inscrit au tableau, parce qu'il y a une nuance, parce que la liste de stage n'est pas un tableau, mais le tableau, c'est le tableau de l'ordre des avocats, qui répertorie tous les avocats qui sont inscrits dans un barreau. Alors, une fois que le conseil juge que votre dossier est bon, alors vous êtes inscrit et la décision vous est notifiée. Désormais, vous êtes avocat plein. Mais le conseil peut décider de prolonger votre stage parce que vous n'êtes pas bien formé après avoir écouté les uns et les autres le rapport qui le recommande. Alors, il dit, mais vous allez encore faire 1 an. Est-ce que vous passez encore un test ou c'est seulement sur l'étude de dossier? Vous continuez votre stage auprès de votre maître de stage. Mais si à l'issue de 1 an, ça ne va toujours pas, on peut refuser de vous inscrire. Donc tout s'arrête. Voilà, le processus, il est long, mais c'est en raison des enjeux que cela pose. Est-ce que les compétences sont également jugées ou c'est simplement des questions de moralité? Non, les compétences sont jugées. Dans la phase de stage, c'est est-ce que vous avez réellement fait le stage comme il se doit? Vous allez aux audiences, vous réagissez bien, les gens vous apprécient, etc. Ça, c'est la phase pratique. Maintenant, la phase morale, c'est autre chose. D'ailleurs, même après avoir été admis comme avocat stagiaire, après avoir effectué votre stage, c'est sur votre régularité aux audiences, vos aptitudes, vos réactions qu'on vous juge fondamentalement. Mais si par extraordinaire, on découvre un aspect moral qui n'est pas bien, ça ne nous arrange pas. Oui, mais est-ce que parler des aspects moraux pour un avocat, est-ce que ça vaut la peine? Parce que vu du commun du mortel, l'avocat, c'est comme un omnivore. Un omnivore, qu'est-ce que vous appelez omnivore? qui mange comme un homme? Il boit à toutes les sauces. Il boit à toutes les sauces? Non, c'est pas vrai. Là, a priori, je m'inscris en faux contre cette façon de voir la chose. S'il n'y avait pas de morale, je crois même qu'il n'y aurait pas d'avocat. Peut-être dans une galerie, il y a toujours quelques brebis. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de cause indéfendable, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté, l'avocat? Il y a des causes qu'on peut refuser de défendre en invoquant la clause de conscience. C'est plutôt rare dans votre profession. C'est bien réel. Et j'en ai fait plusieurs fois. Lorsque aussi, quelqu'un vous présente un dossier que visiblement vous voyez non raisonnable, c'est-à-dire que la personne n'a pas véritablement le droit de son côté, vous pouvez quand même élever le niveau moral en disant votre dossier ne tient pas. Et puis à demander dès lors votre accompagnement. C'est-à-dire comment je vais faire maître. Ok, je vais appeler le contradicteur, on va discuter. Comment tu vas faire pour payer? Supposons qu'il s'agit d'une dette. Alors, comment tu vas faire pour payer? Il va vous donner les éléments. Non, ça ne suffit pas. Je ne suis pas sûr que l'autre va accepter. Vous mettez la pression sur lui jusqu'à ce qu'il accepte ce que vous pouvez juger raisonnablement acceptable. Et vous appelez le compère, s'il y a un avocat de l'autre côté. Vous discutez, vous exposez les conséquences aussi d'une procédure qui va prendre du temps et peut-être même à l'issue incertaine. Voilà. Est-ce que vous faites la même chose pour les procédures pénales? Très souvent, les gens sont axés sur cet aspect de la procédure pénale. Le droit, il est vaste. C'est un terrain insaisissable. Parlant de la procédure pénale, c'est même plus que recommandé à un avocat de ne pas faire toutes les causes. Mais par contre, c'est les causes dont il est directement capable de juger de la valeur morale de la cause. Mais prenons le cas des assises. Nous n'avons même pas la possibilité de juger de la valeur morale, à quelques exceptions près. Dans les assises, la loi dit que nul ne peut être jugé sans avocat. Les gens ne le savent pas. Et quand il n'en a pas, l'État lui en commet un. Les gens ne le savent pas. Parce que c'est pour garantir un procès juste et équitable. Il n'est pas professionnel. La technique de la procédure est complexe, même pour les juges, encore moins pour les profanes.
Voilà pourquoi, quand on dit que vous défendez des causes indéfendables, les gens ne savent pas que nous avons ce qu'on appelle la possibilité de nous refuser de gérer une cause. Le problème, parfois, c'est parce que vous noyez la vérité dans des procédures. Pour un meurtrier, par exemple, reconnu, patenté, un avocat est capable de le faire libérer parce qu'il y a eu des vices de procédure, alors qu'il sait bien que celui-là a été coupable. D'abord, ça n'existe pas ce que vous dites. On ne peut pas, l'avocat de son propre chef, ou du moins même moralement, ne peut pas soutenir qu'on libère quelqu'un alors qu'il a tué. Première chose que vous Si devez vous avez retenir, un client devant la barre qui a tué alors qu'il y a des vices de procédure, vous aurez du mal à le faire libérer? on ne fait pas le juge de procédure à la barre en matière d'assises. C'est trop tard. Il y a ce qu'on appelle l'arrêt de mise en accusation qui a déjà purgé toutes les exceptions. Donc, on suit le dossier depuis le moment où les choses ne sont pas bien faites pour que le juge respecte les droits de la personne. Le juge doit respecter les droits en vertu du principe d'innocence dont bénéficie toute personne devant un tribunal. Vous voyez, c'est facile de dire qu'il a tué. Mais allons dans les motivations. C'est facile. Aujourd'hui, c'est X. Et vous trouvez qu'on a mal défendu, il a tué. Dieu dit, le principe est que vous ne pouvez pas comparaître devant les assises sans avocat. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Alors, si je viens, je ne suis qu'un joueur de rôle. Mais je dois faire jouer ma conscience. Et c'est là. La conscience que quoi? Ne pas soutenir l'insoutenable. Mais expliquer aux jurés, qui ne sont pas des juristes, puisque la cour est composée de jurés, comment ils doivent entendre ce fait qu'ils n'ont jamais entendu, dont ils n'ont jamais entendu parler. Comment ils doivent comprendre ce concept. Comment ils doivent procéder pour comprendre le cas qui leur est soumis. Vous voyez? Et notre rôle, c'est basé sur la science du droit. Ça ne s'improvise pas. Voilà, je donne un exemple. Vous venez surprendre quelqu'un sur le lit conjugal avec votre femme. Ce n'est pas un exemple quand même assez séduisant à donner, mais je donne cet exemple. Et une altercation s'engage entre vous et vous lui portez un coup fatal. Dans ce cas, on dit que vous avez tué, non? Normalement, on ne devait pas arriver à ça. La femme n'est pas une chose pour vous appartenir indéfiniment. Ça, c'est un. La deuxième chose, si votre femme n'a pas voulu, elle ne serait pas arrivée à ça. La troisième chose, vous auriez pu aller faire cela quelque part. Pourquoi avait-il accepté que l'homme vienne au domicile pour faire ce qu'ils ont fait? Troisième chose, il y a une passion qu'il faut voir dans la chose. C'est pourquoi on parle de crime passionnel. Et vous demandez des circonstances atténuantes. Voilà, la loi organise ces éléments pour qu'on arrive à une justice juste et équitable. Les circonstances tiennent compte de tout ça. Et c'est ce que la loi aussi a dit. En fait de crime passionnel, la sanction n'est pas la même que les autres crimes. Vous voyez? Le sujet devient... L'accusé bénéficie d'une certaine mansuétude. Ouais, très intéressant, mais ces aspects, peut-être on aura l'occasion, Ouais, on se donnera l'occasion bien sûr. de Avec revenir, plaisir, si vous voulez, on reviendra de revenir pour mieux là-dessus, expliquer aux citoyens comment avec ça des fonctionne. cas bien Surtout particulièrement les concrets. assises. Tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à situer le barreau, l'ordre des avocats, dans le système judiciaire du Togo. Je n'ai pas très bien saisi votre question, mais si je devais y répondre, c'est que vous demandez quelle est la place du barreau dans le système judiciaire. Merci. Le barreau, c'est comme une institution sans laquelle même la justice même n'existerait pas. Vous voyez l'élément, le facteur que je viens d'évoquer. Vous pouvez décrire les avocats comme vous le voulez, mais sans avocat, il n'y a pas de justice réelle. Pourquoi? Parce que c'est de règle universelle que seuls ces praticiens ont l'art de la chose pour accompagner le processus dans la décision que le juge va prendre. Donc le barreau occupe une place centrale, même s'il n'est pas le premier acteur comme le juge l'est. Mais il est l'acteur incontournable dans le processus. Je viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas d'assises sans avocat. Et quand nous refusons de faire, on trouve des accords pour que nous revenions. Et donc, le barreau
c'est aujourd'hui ce que nous appelons l'institution qui est le premier collaborateur de la justice. Alors, pour revenir au barreau du Togo, quelle est sa genèse? Par quel cheminement est-il né? Et quelle mémoire peut-on en garder? Votre question tombe à point nommé parce que pour être ici, je viens du colloque qui est organisé en l'hommage de Maître Guy Aguete Kochigan, qui était un aîné de vénérée mémoire. C'était un avocat très efficace en son temps. Mais pour vous dire que voilà, le barreau dont nous sommes aujourd'hui héritiers a une histoire longue. Vous savez que nous avons été colonisés et nous ne tient pas un territoire organisé au point d'avoir une justice organisée. Donc c'est le colon qui a commencé d'abord à agir dans les colonies pour défendre les avocats des pays colons qui faisaient office d'avocat défenseur. À l'époque, on appelait avocat défenseur. Je cite particulièrement Maître Raymond Vial, qui a été le patron de Maître Agbebor de Vénérée mémoire également, un avocat de talent. Et je cite, après les Vial, il y a un trio que nous avons tout à l'heure découvert. Il y a celui qui est à l'hommage aujourd'hui, Maître Kochigan. Il y a Maître Koutoukuli, que nous n'avons pas connu. Il y a Maître Amourin, Noé Amourin, quelque chose comme ça, qui étaient les tout premiers à jouer le rôle de défenseur, d'avocat défenseur au Togo. Et rappelez-vous, nous avons connu une histoire commune avec le Bénin à un moment. Et il y avait toujours cette interférence entre le Bénin et le Togo. Ils pouvaient aller faire aussi ailleurs comme ici. Donc, ces trois sont les pionniers. Après eux, il y a la génération des Agbebor, des Dalmeda, des Bourses, des Anani Santos. J'allais oublier Anani Santos, qui devrait être même bien ancien, plus que les Guy Kochigan, que nous célébrons aujourd'hui actuellement à l'auditorium de l'université. J'en viens d'ailleurs. Donc, voilà comment le barreau commence. À l'époque, on ne parlait même pas de barreau, parce que vous êtes avocat en vertu de la loi française. Jusqu'aux indépendances, en 1960, on n'avait pas de barreau. Donc les avocats ont existé avant la naissance du barreau. Les avocats ont existé de façon éparse avant qu'on se regroupe en barreau. Pour se regrouper en barreau, il y a des règles. À l'époque, on parlait de 9 avocats au moins. Donc, lorsque le nombre a commencé par atteindre un nombre raisonnablement jugé raisonnablement capable de former un barreau, c'est ce qui a été fait en 1980, suivant l'ordonnance de 1980, où l'État a institué le barreau togolais, à l'initiative, encore une fois, je le dirais, au passage de Maître Agbebor, qui était en avant-garde de ce combat. Donc, le barreau a été créé en 1980. Le barreau togolais que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous parlons de 45 ans. Quand vous prenez de 80 à ce jour, ça fait 45 ans. Donc, avec la création de l'ordre, votre profession, on va dire, a été plus organisée. Est-ce que le nombre d'avocats est fixé, est limité? Comment peut-on limiter le nombre d'avocats? Donc le barreau peut prendre autant d'avocats qu'il... Il a même le devoir, parce que c'est un service public. C'est une institution de l'État, mais qui s'auto-gère. Il a l'obligation toujours de recruter, de former et d'intégrer. Maintenant, à quelle proportion, c'est un autre problème. C'est le Conseil de l'ordre qui gère cet aspect. Est-ce qu'il peut arriver que le barreau refuse d'autres entrées parce que ceux qui sont dedans sont nombreux et n'arrivent pas à joindre les deux? C'est illégal. D'abord, on ne couvre pas le territoire. Bien que nous soyons aujourd'hui un barreau national. C'est illégal parce qu'on ne peut pas arrêter de permettre, on ne peut pas arrêter l'intégration des gens parce qu'on s'autogère. On peut réguler un peu, mais on ne peut pas arrêter. Réguler même de façon formelle n'est pas possible parce qu'on va nous accuser. Mais savoir former. Aujourd'hui, la loi dit que chaque année, on devrait former. Mais il faut les moyens. C'est tout le problème. Sinon, à la dernière formation, il y a eu 24. Aujourd'hui, on a au moins 24 stagiaires.
qui viennent s'ajouter à près de 150 aujourd'hui, vous voyez un peu. Alors ces 24 stagiaires, il faut les former avec rigueur pour que vous n'ayez pas de mauvais avocats. Oui, mais comment se fait-il que les départements de droit forment beaucoup de juristes, notamment ceux qui postulent à la carrière d'avocat, mais sur le terrain, comme vous l'avez dit, le ratio est très faible en nombre d'avocats par rapport à la population du Togo. Pourquoi ça manque? Nous avons un petit pays, quoi qu'on en dise, c'est un petit pays. Deuxième chose, ce n'est pas parce que vous avez fait le droit que vous avez directement accès au barreau. Il y a plusieurs paramètres. Et je dis que supposons que vous-même vous acceptez ou vous nous imposez le devoir de prendre 50 par formation. Vous aurez quel type de barreau? Par concours, 50. Calculé, déjà on commence dès aujourd'hui 50, dans 3 ans, on a combien? Est-ce que vous pouvez gérer? L'ordre ne peut pas gérer. Ne regardez pas seulement le nombre. Comme l'ordre s'autogère, il a le devoir de travailler au bien-être de l'avocat. Les assurances, maladie, aujourd'hui on l'a. Si vous défilez parce que vous pourrez avoir un grand nombre, vous allez couvrir comment? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs barreaux pour un pays? Voilà. Au départ, il y a de cela quelques années. D'ailleurs, quand on parle de cour d'appel, on devrait avoir un barreau auprès de cette cour. Mais les dernières évolutions législatives ont balayé cette possibilité. Puisque nous sommes un petit pays, et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui est consacré dans tous les pays de l'UMOA aujourd'hui, nous n'avons que des barreaux nationaux. Donc nous sommes tenus maintenant de couvrir sur tous les territoires. Il n'y a plus de 2 barreaux possibles. Il peut y avoir 2 cours, mais il n'y aura pas 2 barreaux. Toutes les cours peuvent bénéficier des services du même barreau. Comment arriver à relever le défi de l'implantation des avocats sur toute l'étendue du territoire? Parce que vous avez l'habitude, vous tous, de vous retrouver dans les milieux urbains, si bien que dans les villages, chez vous, chez moi, dans le Vaud, par exemple, pour trouver un avocat, il faut faire des dizaines et dizaines de kilomètres. Votre question, tout à l'heure, on parlait de couverture, ça fait toujours rire. L'aspect couverture fait souvent référence à la réticence des avocats de s'installer dans l'intérieur, mais la réalité est claire. Dans les milieux ruraux? Oui, mais oui, sur l'intérieur, presque rural, hein. Mais la réalité, elle est teigneuse en ce sens que toute l'économie se résume à la capitale. Sinon, toutes les économies se résument à la capitale. Ça, c'est un. Lorsque vous me demandez d'aller m'installer dans votre village, que vous appelez comment? Clologo, dans le Vaud. De quoi vais-je vivre? Des problèmes fonciers qui sont en train de créer tout le désordre dans le pays? Ou bien de quoi? De l'amour et d'eau fraîche? Dites-moi. Donc, la capitale, c'est pour ça que d'ailleurs même aujourd'hui, l'État aussi avait tout organisé à la capitale. C'est maintenant qu'il y a décentralisation. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se transporte dans les juridictions de l'intérieur. Et on donne nos services. Les gens aussi viennent à Lomé, on discute avec eux. Mais, une fois que le contrat est signé, vous pouvez vous déplacer maintenant vers la juridiction concernée. On le fait. On le fait. Avec la dématérialisation, est-ce que l'idée fleure la tête du barreau de commencer par plaider par vidéoconférence, par Internet? On n'a pas une couverture, comment on appelle ça, Internet à 100%. Quand bien même on a des appels à recevoir, mais s'agissant des connexions, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas encore possible. Même actuellement à Lomé, quand nous avons des conférences à l'international, des webinaires, il faut souffrir pour pouvoir se connecter. Il faut acheter lourd pour que ce soit un peu fluide. Et ça coûte des yeux. Aujourd'hui, la dématérialisation, elle est en cours, mais les juridictions ne sont pas encore équipées pour ce faire. La seule juridiction qui le fait aujourd'hui tant bien que mal, c'est la juridiction commerciale, qui est une juridiction spécialisée. Mais le reste, on fait comme d'habitude. On se présente, on plaide son dossier et on retourne. Même la juridiction commerciale,
elle a dématérialisé partiellement parce qu'on fait les conclusions, les actes à distance, on envoie sur la plateforme, on demande les ordonnances sur la plateforme, mais on vient les retirer. Et mieux, on ne plaide pas facilement sur écran. Il faut que vous ayez les mêmes dispositifs. Donc, je crois que c'est un vœu encore, mais c'est possible qu'un jour on atteigne ce niveau. D'ailleurs, il n'y a pas de marche réversible possible dans ce... J'invite le baron à faire alors l'avocat de la connexion Internet pour qu'il s'améliore. Donc, Maître Kamempel, on parle du bureau de l'ordre des avocats, on pense tout de suite aux défenseurs des droits de l'homme, de l'état de droit, à la protection des citoyens. Quelles sont vos actions en ce sens avec le processus de démocratisation du Togo? Bon, il faut d'abord saluer ce que nos prédécesseurs ont fait depuis les années 90. C'est vrai que chaque pays a ses réalités. Les droits de l'homme, c'est une question vaste quand on la prend de façon brute, mais l'avocat togolais fait beaucoup sur ce plan. J'imagine même ce qu'aurait pu être certains aspects de nos vies sans l'intervention d'un avocat. Sur le plan des droits de l'homme, vous savez, aujourd'hui, la CNDH est animée et présidée par un avocat. Ce n'est pas le critère qu'il a fait choisir, certes, mais c'est déjà un avantage sur la garantie des droits de l'homme. Il y a pas mal d'institutions aussi non gouvernementales qui s'occupent de cet aspect. Mais nous, au barreau, la question pourrait être autrement posée. Qu'avons-nous fait actuellement? En ce sens, on a institué la PA justement à ce sujet. C'est pour ça qu'on a institué la PA. Et la PA vise à aider la permanence des avocats. Ça vise à accompagner les gens dans ce processus. Lorsque nous pensons que leur droit n'est pas assez protégé, nous les assistons, nous organisons des audiences gratuites à nos frais. Quand on dit gratuit, ça ne veut pas dire qu'on ne paie rien. Nous, on couvre les frais, mais on ne demande rien aux bénéficiaires. Et pour vous en dire encore plus, pas plus qu'hier, toute la journée, on ne l'a consacré qu'à ça. À Lomé, à Vaughan, à Anéo et à Tchivier. Des gens ont bénéficié de nos services. Et que fait-on, que doit-on faire pour bénéficier des services donc, de la permanence des avocats? Je pose la question parce qu'il nous revient régulièrement qu'il y a plein de prisonniers en geôle et qui ne sont pas jugés quand il faut, qui passent beaucoup de temps avant le jugement et parfois qui se perdent dans le lot là-bas alors que la permanence existe. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Qui doit avoir accès à la permanence et comment faire pour... D'abord, lorsque j'ai été nommé comme président de cette institution, ça fait déjà 1 an et demi, si je peux me situer. Le travail qu'on a fait est fabuleux. On a fait beaucoup d'interventions. Beaucoup, ça veut dire en termes de chiffres? On peut évaluer aujourd'hui à près de 150 dossiers. Peut-être même plus. Je ferai le point à la fin de cette année pour voir ce que la PA a donné au pays. Mais revenant à votre question, je prends juste ces derniers temps ce que nous avons fait. Sur l'initiative du bâtonnier, je suis allé voir le procureur de la République pour lui dire il y a certainement des cas oubliés en prison, des cas désespérés. Comment on va faire pour coordonner nos forces pour aider ces gens? Ce n'est pas volontairement parfois, donc on n'accuse personne. Et le procureur a dit, mais c'est une très belle initiative. Je te mets un de mes substituts, vous allez prendre la tâche avec la prison et regarder avec eux s'il y a des cas qu'on a oubliés. Parce que c'est possible. Et on est arrivé, on est allé, le procureur m'a donné un de ses substituts. Nous sommes allés à la prison, on a vu le chef de prison. Quand on lui a dit, il a bien accueilli, il nous a donné 2 semaines pour nous revenir. Et après 2 semaines, il est revenu nous dire, mais selon ce que j'ai eu comme retour du juge en question, qu'il y a eu 13 cas recensés. Alors, lui devait faire un travail préalable d'étude de ces cas pour voir si véritablement c'est des oublis, c'est une mauvaise compréhension de ceux qui sont concernés ou pas, avant de me revenir. Et ce travail est en train d'être fait. Et, comme de hasard de calendrier, le 8 a été réservé pour ces cas. Hier,
nous avons fait passer plus de 10 dossiers, 12 au moins. Il y a eu des gens qui ont été relancés purement et simplement. D'autres ont bénéficié de condamnations avec sursis. Donc, vous comprenez que nous suivons le processus. Pour être clair, la permanence des avocats, qu'est-ce que c'est pour le commun des mortels? C'est un dispositif mis en place par l'État pour accompagner juridiquement des cas désespérés, ceux qui n'ont pas les moyens de commettre un avocat. Je vais vous faire une confidence. Je n'étais plus dans la logique dans ma carrière de me consacrer aux aspects pénaux. Pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais le destin m'a rattrapé. Parce que lorsque moi j'ai prêté serment, c'était le travail que je faisais le mieux. D'abord pour me former, mais en plus pour aider. J'allais à chaque audience de flagrant délit et je libérais près de main. Dans les années 2005, en allant. J'ai fait beaucoup. Et quand la question c'est, il s'est agi de voir comment le barreau va appuyer la justice dans le sens d'aider, de faire des prestations pro bono, c'est-à-dire gratuites, le sort est retombé sur moi. Pouvais-je échapper à mon destin? Non. Alors j'ai accepté avec amour cette mission que le bâtonnier a voulu me confier afin d'organiser cette institution qui désormais sera une institution digne, capable d'écouter toute personne qui se plaint de violation de ses droits, du moins dans les règles normales. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à se payer les services des avocats? C'est parce que vous êtes trop cher? Laissez-moi finir cet aspect et je reviendrai au prix. Puisque je ne parle pas de l'argent et je parle de bueno, je peux parler de l'argent à la fois. Moi, je voudrais vous dire que lorsque nous avons pris la gestion de cette institution, que nous avons organisée nous-mêmes, avec nos moyens, je vous assure que ça a été... C'est, disons, une bouée de sauvetage. Mais vous ne recevez pas de subvention de l'État? J'en viens. Nous-mêmes, on s'est dit que l'avocat a deux dimensions dans sa vie. Il y a l'aspect pécuniaire, mais il y a l'aspect humain. Le supplément d'âme que l'avocat porte, peut-être les gens l'ignorent, il est immense. Nous avons pitié des gens. Et nous nous demandons si nous étions dans leur cas. Donc nous avons institué cette institution pour deux raisons. D'abord, accueillir les gens pour les écouter. C'est parce que nous ne sommes pas encore très bien connus, mais nous accueillons les gens, on les écoute. Actuellement, je vais vous rassurer d'une chose, Monsieur Boko, si vous arrivez au palais, allez à l'ordre des avocats. Demandez le bureau de la permanence des avocats, vous trouverez toujours un avocat. Chaque jour que Dieu fait. J'y vais. Les stagiaires en premier lieu. Donc, c'est avec bonheur qu'ils le font d'ailleurs. Et ils reçoivent des gens, ils les écoutent. Ceux qui amènent des complications liées aux aspects civils, on donne des conseils seulement à eux de chercher des avocats. Est-ce que la mise en place de la permanence des avocats, est-ce que ça ne va pas créer l'effet Cobra? C'est-à-dire que finalement, les gens vont opter pour la permanence des avocats et donc vous ferez votre carrière pro bono finalement. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le pénal ne rapporte rien aujourd'hui. Donc nous le faisons d'ailleurs à titre gratuit, dû au fait que ce n'est plus l'argent qui nous importe de ce côté. C'est la protection des droits humains. C'est tout ce qui nous intéresse. Le feu Cobra, je connais, c'est comme par hasard, j'ai lu ce truc il y a 2 ou 3 jours. C'est l'histoire, je ne sais pas si c'est en Inde. Hein? Oui, exactement. En Inde, il y avait beaucoup de cobras qui étaient très dérangeants. Et l'État a mis des prix. Celui qui tient un cobra a un prix. Et il a voté un budget. Et puis les gens venaient prendre, mais d'autres n'ont pas élevé des cobras. Oui, pour pouvoir les tuer. Et pour pouvoir les tuer. Quand l'État a découvert ça, il a dit fait au projet. Et maintenant, que faire de ceux qui étaient dans la boîte? On les a largués. Donc c'est d'où l'expression l'effet cobra. Ça ne peut pas arriver dans notre cas. Pourquoi? Surtout, nous avons vraiment étudié. Si j'ai la possibilité de me faire défendre gratuitement à travers la permanence des avocats, pourquoi j'irais
Alors, nous avons exclu tout ce qui est affaires civiles. Vous comprenez? Affaires civiles, vous bénéficiez juste des conseils pratiques. Si vous ne pouvez pas vous retrouver dans une juridiction, dans une pièce, ce que vous devez faire, mais le reste, c'est votre avocat qui gère. D'accord? Quelques exceptions près, on peut accompagner quelqu'un. Mais c'est les aspects pénaux. Les aspects pénaux, c'est juste la privation des libertés. Et vous savez que personne ne sait. On peut être surpris de voir sa liberté confisquée. On n'a pas prévu de l'argent pour ça. C'est pour ça que nous sommes là. Donc il n'y aura jamais de feu cobra en ce sens. Donc l'ordre veut accompagner la société, les citoyens indigents. C'est pour ça que la PA est là. Je profite de l'occasion pour dire que ceux qui ont besoin de nos services et qui savent que nous pouvons offrir quelque chose, leur offrir quelque chose, qu'ils viennent à l'ordre. Ils seront enregistrés, écoutés, leur cas sera examiné. Et s'il faut un avocat, on me saisit et je désigne un avocat. Ouais, discussion très enrichissante. Mais, sans me rendre compte, nous arrivons déjà à la fin de cet entretien. Le barreau fête ses 45 ans. On a parlé un peu du passé, ce que vous avez fait. Maintenant, pour terminer, pour le futur, qu'est-ce que vous souhaitez améliorer dans les prochaines années, à court et à long terme? Quelle vision avez-vous du barreau du Togo pour terminer? Avant d'en arriver là, permettez quand même que je vous dise que cette semaine nous est toute particulière. Depuis hier, je peux même dire depuis mardi, une série d'activités. Une série d'activités que nous avons déroulées. Et on avait prévu que les médias nous accueillent le mardi. On n'a pas eu les mêmes chances, mais vous nous avez accepté au moins aujourd'hui. Et nous sommes en pleine semaine de choses. Déjà hier, nous avons travaillé beaucoup pour aider les gens. Ce matin, gratuite, ouais. Voilà, ce matin, on a fait le colloque à l'université en hommage aux pionniers. D'un pionnier qui s'appelle Maître Guy Koshigan. Et ce soir, nous allons signer, peut-être sous réserve de cas de force majeure, une convention avec la CNDH. La Commission nationale des droits de l'homme. Voilà, pour nous aider au cas où ils ont aussi des cas qu'ils les réfèrent à nous. Mais s'ils ont aussi des petits financements, qu'ils nous aident. En attendant que l'État se penche sur notre cas. Ce n'est pas une condition pour aider les autres. Alors, je termine sur cet aspect par demain, où la journée sera riche d'ambiance. On va décorer, on va donner des prix à des anciens, des avocats d'un certain âge, pour reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour le barreau, des gens qui ont déjà fait 45 ans, et des gens qui ont fait même 30 ans, et pour que les gens sachent que l'avocat a encore sa place et doit travailler beaucoup pour arriver à honorer sa société. Alors, demain, comme je le disais, les cérémonies commencent à 14h30 et se termineront quand nous aurons tout fini. Absolument, nous aurons le temps je reviens à votre question pour bien me rappeler. Oui, pour finir, les perspectives. Les perspectives d'avenir pour le barreau, c'est d'avoir un barreau d'abord leader, un barreau digne, fait d'avocats compétents, d'avocats rigoureux et surtout aux ambitions de probité démesurées. Parce que si le barreau tombe, tout l'édifice du système judiciaire tombe. Même l'État peut tomber. Je mesure mes propos en le disant parce que nous sommes même pas de soutien même à l'État. Imaginez un pays dans lequel le barreau n'a plus de repères. C'est grave. Alors nous travaillons à donner plus de visibilité à notre barreau en mettant l'accent sur la formation des jeunes. Et c'est très important. Aujourd'hui, il y a une décision de l'UMOA qui exige que chaque avocat, chaque année, justifie de 20 heures de formation. Sans cette justification, vous pouvez être omis du tableau, jusqu'à ce que vous justifiez. Pour faire des formations, bien prétendre à une expertise, vous devez justifier que vous avez ce niveau. Ouais. Donc, tout cet ensemble de moyens que l'ordre met à la disposition de ses membres vise à donner un avenir un peu plus radieux aux avocats. Et les jeunes devaient se réjouir de la nouvelle formule dans laquelle nous sommes, parce que nous, on n'a pas eu cette chance. Lorsque nous prêtions serment,
nous étions juste à la disposition de nous mettre des stages et plus rien. Mais aujourd'hui, il y a la conférence de stage, au cours de laquelle les jeunes avocats se donnent aux exercices. Il y a la formation continue, que je venais d'ailleurs de vous, que je crois que c'est dans ce sens que nous devons faire. Mais il y a la formation des stagiaires qui se déroule chaque vendredi. Alors, si vous ne formez pas les jeunes, vous aurez des adultes qui ne sont pas performants. Voilà, qui ne sont pas performants. Donc, en tout cas, pour me résumer, nous disons que l'avenir de notre barreau est presque assuré, mais il nous faut encore agir. Il nous faut encore un grand travail d'organisation. Et c'est à quoi les 45 ans devraient être l'occasion d'un bilan, mais aussi de mémoire, en nous reversant dans le passé par les sources disponibles et à travers les lois et textes qui ont fait améliorer l'institution. Pour mieux vous projeter, en tout cas, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Vos questions sont restées dans ma gorge. Je promets vous faire revenir très prochainement, surtout pour évoquer de nouveau la question de la permanence des avocats. Ce sera avec plaisir, M. Gilles, parce que je pense qu'il faut encore une bonne information, tout à fait, une vulgarisation des activités de l'institution. Nous sommes en train déjà d'envisager, peut-être avec votre permission, une émission un peu élargie, bien sûr, où vous allez nous donner au moins 1h, 1h30, afin que nous puissions déployer tout ce qu'il y a pour le bonheur de notre... Pourquoi pas, je me ferai l'avocat, votre avocat auprès de notre direction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maître Blaise Ladame Kamanpen, avocat. Ladame Kamanpen, c'est pour ne pas vous compliquer. Mais à Boba, c'est Ladame. Avocat au barreau du Togo, membre du conseil de l'ordre des avocats et puis président de la permanence des avocats. Merci d'être passé chez nous et joyeux anniversaire. Merci pour votre participation à l'Évo de justice. À très bientôt. Et tout de suite, juste après nous, ce sera Regard croisé. Merci.